Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri Halud Maundi. Chenni Beri Sigika Foba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. La spirale de la violence continue toujours dans la partie septentrionale du Mali. Elle semble même prendre de l'ampleur avec la multiplication des attaques, dont la dernière en date est celle d'hier dimanche qui s'est produite cette fois-ci au centre du pays avec un bilan de 5 morts parmi les casques bleus. 5 autres casques bleus avaient trouvé la mort dans une autre attaque il y a de cela 2 semaines. Les forces armées maliennes ne sont pas épargnées elles aussi. Elles avaient perdu 5 hommes le vendredi dernier. La situation ne devient-elle pas de plus en plus intenable? Que visent les auteurs de ces attaques terroristes? Qui sont-ils? Comment stopper la spirale de la violence? Ce sont ces questions et bien d'autres que nous allons adresser à nos invités. Au nom de 4, Firoun Maïga de la plateforme, Boubacar Bokoum, le président de l'Association pour l'éducation et le développement et l'analyste. Ils sont tous les deux ici présents dans ce studio. En ligne, nous avons Serge Daniel qui est journaliste, écrivain spécialiste des questions de sécurité. Il y a l'autre aussi, le maire de Mopti, Oumar Bathily, qui sera lui aussi en ligne. Cette émission vous est présentée par Seydou Fomba. Le grand dialogue. Auditrices, auditeurs, bienvenue. 1 an après la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation, les choses ne s'arrangent toujours point à bien d'égards. Le front sécuritaire reste donc surchauffé avec les attaques terroristes qui se multiplient. Peut-on dire que sur ce plan, les choses vont à contre-courant? Nous posons la question en premier lieu à vous, Firoun Maïga de la plateforme. Oui, bonsoir Radio Tamani. La question, c'est d'abord de nous incliner devant la mémoire de tous ceux qui sont partis. Quelque chose que nous regrettons amèrement. Je pense que et l'armée malienne et l'aménagement contribuent chacun en ce qui le concerne à une mission qui a été définie, acceptée par le Mali et tous les partenaires. Et je pense que la situation qui prévaut actuellement en termes d'insécurité, elle est préoccupante. Et nous pensons réellement réitérer encore notre soutien et au Mali, à son armée et à la communauté internationale pour tous les sacrifices consentis. Je voudrais juste dire que nous constatons de plus en plus une résurgence de l'insécurité. Les acteurs, les modes opératoires sont un peu connus. Ce n'est pas étranger pour des spécialistes de pouvoir situer et de voir ce qui se passe. Je voudrais déjà dire que ce n'est pas un mode opératoire qui est reconnu de mouvement. Signataire de l'accord et engagé dans le processus de l'accord de paix et de ça, tout le monde le sait. Et nous pensons aujourd'hui que et le gouvernement et les partis signataires de l'accord, aussi bien que la communauté internationale, condamnent avec la dernière rigueur ces actes odieux. C'est ce que je peux dire, c'est inquiétant. Et je pense qu'il faut que les spécialistes l'analysent plus en profondeur. Nous avons donc Serge Daniel qui est en ligne, il est journaliste et écrivain. Serge Daniel, on ne comprend plus rien. Il y a eu cet accord, l'accord pour la paix et la réconciliation, signé donc il y a plus d'1 an, mais on voit que les choses ne s'améliorent pas. À bien d'égards, on peut même dire que c'est bien le contraire. Alors, est-ce qu'on ne peut pas penser que les choses ne vont pas dans le sens voulu? Est-ce qu'elles ne vont pas à contre-courant, Serge Daniel? Non, pas du tout. C'était en tout cas moi mon point de vue. Vous vous souvenez, j'ai oublié d'ailleurs mon contradicteur à l'époque chez vous qui disait non, quand ils vont signer les accords, le calme va revenir. Mais non, c'est pas parce qu'on signe les accords que le calme revient. Il y a la signature de l'accord et l'application de l'accord. Ensuite, sur le terrain, vous aviez quand même plusieurs forces. Vous avez ceux qui sont dans l'accord et vous avez ceux qui ne sont pas dans l'accord. Regardez par exemple, pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui ou l'étape dans laquelle nous sommes, regardez le mode opératoire de ces 3 dernières attaques. Vous avez eu 5 soldats togolais tués, vous avez 5 soldats tchadiens tués et 5 soldats maliens tués. Et avant ça, c'était 3 soldats français. Alors, comment ça s'est passé? C'est ce qu'on appelle, les techniciens appellent une attaque complexe. Vous avez un convoi qui passe, donc il y a la mine téléguidée, donc la tête de convoi, le véhicule de tête de convoi saute sur la mine, vous avez des victimes et ensuite vous avez une embuscade
parce que dans la confusion, les djihadistes ou les assaillants tirent sur le cortège et ils repartent parce que ce soit dans l'attaque des Maliens, l'attaque des Tchadiens, l'attaque des Togolais, il n'y a pas eu de victimes. Donc c'est la guérilla, c'est le principe de la guerre asymétrique. Ça veut dire deux choses. La première chose, c'est que les assaillants, les terroristes, appelons-les comme ils sont, se réorganisent et qu'ils ont étudié le terrain, qu'ils étudient le terrain. Alors qu'ils étudient le terrain, au même moment, en face, nous avons les forces armées maliennes, vous avez le dispositif Barkhane, vous avez la MINUSMA, et qui n'ont pas réadapté leurs moyens de lutte face aux djihadistes. Tout le monde le dit aujourd'hui. Vous avez 3500 soldats de l'opération Barkhane. On vous dit, les spécialistes vous disent que pour assurer la sécurité dans le nord du Mali, il faut au moins 30 000 hommes. On n'a pas fait 30 000 hommes, on ne les aura jamais, mais il faut quand même adapter la sécurité à la réalité, et ça passe par le renseignement, ça passe par la couverture aérienne. Pour la petite histoire, lorsque les Togolais devaient se rendre dans la région de Mopti, il y a eu une première surveillance aérienne, c'est-à-dire que de Tombouctou, d'après mes informations, il y a un avion, un hélicoptère de la MINUSMA qui est venu balayer, faire du repérage. Mais l'hélicoptère n'est pas resté longtemps, l'hélicoptère est reparti à Tombouctou à un moment. Il faut donc réadapter les forces, il faut réadapter la stratégie face à la situation, et de l'autre côté, continuer quand même à appliquer l'accord, parce que l'application de l'accord, quand on va à l'avant, quand vous prenez des engagements, il faut les respecter. Il faut que le gouvernement malien respecte les engagements qu'il a pris. Il faut que les rebelles respectent les engagements qu'ils ont pris. Aujourd'hui, vous avez une marche qui s'est déroulée encore à Kidal. La plateforme, les partis, les partenaires du gouvernement dans la mise en œuvre de l'accord ont claqué la porte. Il y a ça. Donc il faut travailler de manière concomitante en amont et en aval. Sinon, nous allons avoir des attaques un peu difficiles, surtout que les islamistes, que les assaillants se rendent compte d'une chose, c'est que c'est une arme redoutable qu'ils ont aujourd'hui entre les mains et que leur dispositif d'attaque, leur nouveau dispositif d'attaque fonctionne atrocement. C'est 5 morts, 5 morts, 5 morts. Est-ce que vous voyez ? Vous restez donc en ligne, nous allons vous retrouver dans un instant. Nous allons à présent à Mopti d'abord, à Mopti où nous allons joindre le maire. Le maire s'appelle Omar Bathily. Alors, monsieur Bathily, cette attaque qui a donc eu lieu à Sévaré, près de Sévaré, donc dans votre région, c'est quelque chose quand même de nouveau parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'attaques auparavant, mais ces attaques ont été toutes enregistrées en fait dans le septentrion. Gao, Tombouctou et Kidal. Alors, Mopti, ça vous surprend, monsieur le maire? Non, je pense que, avant de répondre à votre question, permettez-moi de présenter mes condoléances à la MINUSMA. Prompt rétablissement aux blessés. En fait, ce n'est pas surprenant parce que avec la recrudescence des attaques et des assassinats, je pense que de plus en plus, nous avons assisté à ce phénomène. De plus, les terroristes sont en train de venir du septentrion vers le centre. C'est connu de tout le monde. Je pense que Serge a marché sur ma langue. Le phénomène est connu, quelqu'un l'a dit aussi, le mode opératoire est connu. Et en tout état de cause, pour ce qui concerne vraiment le centre, la région de Mopti, je pense que ça a été dit, redit à maintes reprises, les autorités sont au courant. Les plus autorités, je pense, sont au courant. Mais ce que je pense, l'accord, l'application de l'accord, l'exécution de l'accord, je pense que devient un impératif. Un impératif pourquoi? Parce que quand je prends l'exemple de l'attentat d'hier ou d'avant-hier, je pense que quelqu'un l'a dit dans son intervention, le mode opératoire est connu. Ça, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau. Parce qu'il n'y a pas la présence de l'État. L'État est absent sur ce territoire. Le delta intérieur du Niger, tout le monde se connaît de tout le monde. Il n'y a pas d'administration. L'administration
Et si l'État ne vérifie pas la puissance publique sur l'étendue de son territoire, je pense qu'il y a problème. Je souhaite vraiment que l'accord, ça fait bientôt une année, on fait vivement, et vivement vraiment l'application. Parce que chaque mort, ça n'est de trop. Chaque mort, ça n'est de trop. Alors, monsieur le maire, nous allons vous retrouver dans un instant. Nous retournons dans ce studio pour donner la parole cette fois-ci à l'analyste qu'est Boubacar Bokoum. Il est le président de l'Association pour l'éducation et le développement. Alors, dites-nous, monsieur Bokoum, quelle lecture vous faites de ce récent événement, cette attaque qui a eu lieu donc hier à Moti, près de Sévaré, qui a fait 5 morts parmi les casques bleus? Merci. Je vais commencer par me joindre d'abord à mes prédécesseurs pour souhaiter mes condoléances, présenter d'abord mes condoléances à la MINUSMA et au FAMA et prompt rétablissement à tous les blessés avant de répondre à votre question. En fait, quand vous regardez un peu la situation, c'est vrai que pour nous, ce n'est pas surprenant. On s'y attendait un peu. Parce que quand vous voyez que Serval est parti, c'est parce que la France, quelque part, n'a pas voulu s'embourber. Aujourd'hui, on amène la MINUSMA qui, effectivement, n'a pas une mission de guerre. Alors que le vrai problème qui se pose pour nous aujourd'hui, c'est vrai que les différents protagonistes de cet accord essayent tant bien que mal de respecter l'accord dans sa globalité, qui, effectivement, dans son application est très complexe. Mais les Nations Unies, aujourd'hui, ne peuvent pas donner, en réalité, un grand pouvoir à la MINUSMA pour aller à la guerre. Alors que dans ce cas de figure, il faut vraiment faire la guerre. Parce qu'une fois qu'on a des accords signés, le terrorisme qui est là, il faut aller le traquer. Donc il ne faut pas attendre. Parce que c'est facile pour eux aujourd'hui d'attaquer. Vous avez une base de la MINUSMA qui est quelque part, ils débarquent, ils provoquent, et ensuite les FAMA qui sont cantonnés quelque part. Donc le désert, ils le connaissent suffisamment bien. Donc tous les itinéraires sont connus par eux. Donc les embuscades deviennent encore plus faciles. Donc il y a lieu pour nous aujourd'hui de demander à la communauté internationale de renforcer effectivement le mandat de la MINUSMA pour qu'on puisse avoir plus de force pour aller traquer ces bandits. Il ne s'agit pas de les attendre. Et la grande difficulté aujourd'hui de ces combats, c'est que toutes nos structures qui sont censées défendre le Mali aujourd'hui sont un peu statiques. Donc il s'agit d'avoir aujourd'hui une position plus offensive. Alors, il est presque 18h30. Il sera en tout cas dans moins de 3 minutes. Nous allons observer une courte pause avant de poursuivre ce débat. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. L'insécurité qui gagne donc du terrain au Mali, même plus d'un an après la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation, c'est donc le sujet auquel nous nous intéressons dans le grand dialogue de ce lundi. Et pour ce faire, nous avons invité 3 personnes, à savoir Firoun Maïga de la plateforme, Boubacar Bokoum, le président de l'Association pour l'éducation et le développement, Serge Daniel, journaliste écrivain spécialiste des questions de sécurité, et Omar Batili, le maire de Mopti. Alors, cette question à présent adressée à vous, Firoun Maïga, au rythme où les choses vont, la MINUSMA ne sera-t-elle pas obligée un jour de revoir sa copie en ne se limitant plus à se défendre chaque fois qu'elle est attaquée? Oui, merci beaucoup. Moi, je pense qu'il faut voir le mandat de la MINUSMA. C'est un mandat d'appui, d'assistance. Ce n'est pas un mandat qui a pour mission de traquer le terrorisme et d'aller au-delà de ça. Sa mission est très connue, c'est encadré. Je pense que par rapport à ces événements, il y a les Nations Unies ont voté encore de nouvelles dispositions, une nouvelle loi pour renforcer le personnel des Nations Unies en termes d'équipement, d'avancée, ainsi de suite, pour mieux. Donc, vous voyez, vous devrez percevoir la MINUSMA comme une structure qui est là, qui se protège, qui n'a pas pour mission d'aller au-delà de ce qu'il y a, mais de mieux se défendre et de mieux sécuriser son personnel pour les missions qui leur sont dévolues. Il y a de l'autre côté d'autres forces qui ont pour mission effectivement de traquer le terroriste, comme Barkhane dans le cadre de toute cette mission élargie. Et je pense aussi qu'il faut revoir encore le G5 dans toute sa démarche stratégique pour essayer de traquer, lutter contre le terrorisme. Ce que je veux juste dire, quel que soit l'équipement, quelle que soit l'organisation de la MINUSMA et de Barkhane et des forces armées, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut revoir.
Aujourd'hui, l'insécurité, quand vous voyez le mode opératoire et tout ça, vous voyez que l'accent ou bien les incidents viennent dans des zones qui sont abandonnées par l'État. Il n'y a pas d'administration, les populations sont exposées à elles-mêmes et il faut revoir encore la carte de positionnement. Vous avez Amadou Koufa dans la zone, vous avez Ansardine, ou bien comme il le réclame dans le nord, vous avez Acmi un peu clairsemé partout et vous avez des populations qui se retrouvent pris en tenaille, qui sont obligées soit de collaborer, soit de garder le calme parce qu'il y a des influences. Et c'est ce qui fait que le traitement des renseignements, le traitement de l'information ne peut pas circuler simplement parce que l'assurance de la vie humaine n'est pas garantie de part et d'autre. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des couloirs, vous avez des activités qui sont menées simplement parce que les populations ne peuvent pas réagir. C'est comme si les populations même cautionnent. Quand vous voyez l'incident de Sévaré, regardez un peu géographiquement la zone dans laquelle elle s'est passée, essayez de revoir par rapport à tout ce qui s'est passé à Sévaré et des populations qui sont dans la zone, quelle est la psychose? Et ça veut dire qu'ils savent, ils voient, ils regardent ce qui se passe, mais ils n'ont pas la possibilité d'alerter ni d'informer, et l'armée n'a pas la possibilité, et même si elle voudrait bien le faire, c'est avec prudence pour venir chercher l'information. Donc cette collaboration, cette manque d'assurance de la population, ce manque de collaboration fait que, effectivement, les djihadistes, comme on le dit, les terroristes, se sont parfaitement adaptés à la situation qui prévaut actuellement sur le terrain. Donc, ils le contrôlent d'une certaine manière, parce qu'en dehors des villes, ils sont seuls maîtres à moto, quelque part. Même si c'est un berger que vous voyez, rien ne prouve qu'il n'est pas partie prenante des jeunes. Donc, il faut le revoir comme ça. Pour que l'aménagement puisse faire sa mission, il faut qu'il y ait des synergies d'efforts. Il faut l'engagement du gouvernement. De toutes les façons, la responsabilité et la sécurisation des populations et de leurs biens incombe à l'État malien. En premier lieu. Oui. En premier lieu. Et je pense qu'à ce niveau, il faut attirer l'attention de l'État malien, des forces de défense et de sécurité, au-delà de l'effort qu'ils fournissent. Nous savons qu'ils viennent de loin, mais il faut quand même des efforts de proximité, de renseignement, d'assurance pour qu'ils soient mieux alertés. Et je ne vois pas la MINUSMA aller dans une guerre contre le terrorisme, ce n'est pas son mandat. Je vois bien Barkhane le faire, mais dans quelles conditions elle peut s'adapter sur tout ce territoire vaste qui va de Tessalit jusqu'à, il faut dire, Nara, jusqu'au-delà de Nara, Kaye, aussi bien Sikasso. Et ne jamais oublier qu'aujourd'hui, la question de cette forme d'insécurité, depuis le sud de Sikasso, voyez Radisson et tout ce qui s'est passé, ça veut dire que parmi nous-mêmes qui sommes dans les grandes villes, ainsi de suite, nous collaborons, nous cohabitons tous les jours. La question du dernier attentat qui s'est passé ici à l'hôtel Nord-Sud n'est pas à exclure. Donc, vous avez des éléments qui sont des Maliens, qui se comportent comme ça, qui vaguent à leurs affaires. Ils sont dans un pays de droit, et on ne peut pas les arrêter parce qu'ils remplissent toutes les conditions, mais qui sont des charges qui, je ne sais pas moi, assez négatives, qui font qu'à tout moment, il est possible de surprendre quelque chose. Et ça, il faut l'intégrer dans tout ce dispositif. Et ça, pour aller au-delà, il faut un appui. L'État malien n'a pas les ressorts nécessaires. Elle fait ce qu'elle peut. Mais je pense qu'il y a une solidarité agissante qui doit faire preuve. Serge Daniel Firoun Maïga vient de le dire, la sécurisation du pays incombe en premier lieu aux forces maliennes. Mais dites-nous, Serge Daniel, les terroristes qui attaquent... Alors, on a quelques problèmes avec lui, Serge Daniel. J'espère qu'on va pouvoir le récupérer dans un instant. Nous allons donc à Mopti pour retrouver le maire Oumar Bathily. Alors, monsieur le maire, la sécurisation du pays, ça incombe aux forces nationales, on l'a compris. Mais les forces qui ne sont pas maliennes, mais qui sont là-bas sur le terrain, est-ce qu'elles n'ont pas aussi un rôle plus actif peut-être à jouer pour faire face à cette menace qui finalement pèse sur l'ensemble du pays? Moi, de mon point de vue, quand on parle de sécurisation du territoire, cela suppose d'abord qu'il y a l'État. Cela suppose qu'il y a les forces de sécurité. Mais en tout premier lieu, tant qu'il n'y aura pas l'État, que les populations soient rassurées, fixées, qu'ils aient confiance en l'État, le représentant de l'administration, tant que
cela n'est pas, je pense qu'il y aura des problèmes d'insécurité. L'insécurité, ça veut dire quoi? C'est à l'intérieur d'un territoire. C'est à l'intérieur du pays. Nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes en guerre, pas contre un État, mais nous sommes en guerre contre un ennemi qui n'a pas de visage, le terrorisme. Mais comment voulez-vous combattre le terrorisme si vous n'êtes pas sur place, là où il évolue? C'est là le problème. Parce qu'il y a une portion du territoire complètement abandonnée. Et c'est ça. Et on parle de terrorisme. On peut parler de bandits de toute la cabine et qui vont occuper le terrain. Il y a un but qui est là. Il n'y a pas la puissance publique. Quand il n'y a pas la puissance publique, alors là, c'est vraiment au-delà de l'insécurité, c'est le péril. Que Dieu nous en préserve, que Dieu nous en garde. Et j'ai dit, la priorité des priorités, que l'administration revienne. La population se fait abandonner. Et à juste titre, cette population est complètement abandonnée. Figurez-vous, il n'y a pas l'État. Il n'y a rien. Et si l'État est, c'est l'administration. Et les forces de sécurité seront là pour sécuriser. Les femmes seront là pour traquer les djihadistes. Vous n'avez même pas de gendarmes là. Quand on parle de sécurité, on parle de gendarmerie d'abord. Mais la femme, c'est quoi? C'est pour traquer les djihadistes ou qu'est-ce que dis-je? Les terroristes. C'est ça leur rôle. Et s'il n'y a pas l'État, l'administration, s'il n'y a pas les forces de sécurité, s'il n'y a pas les formats, que voulez-vous? Que voulez-vous? Comment on peut appliquer dans ces conditions l'accord dans cette partie du territoire? Je ne vois pas. Parce que je pense que la solution, c'est le retour. C'est le retour d'abord. La solution passe par le retour de l'administration. Mais tant qu'il n'y a pas l'administration, il n'y a pas l'État. Le symbole d'une administration sur le territoire national, c'est l'administration. Alors, monsieur le maire, c'est le seul premier. Alors, nous allons... Il n'y a pas cette administration. On ne peut pas parler de sécurité. Quand on parle d'insécurité, comme je l'ai dit, on ne va pas en guerre. Alors, monsieur le maire, lorsque nous parlons de l'absence de l'administration, c'est par rapport quand même au septentrion, à Mopti. Je crois qu'elle est bien présente, hein, et même assez variée. Oui, mais à Mopti, quand vous parlez du septentrion, monsieur, ben, allez-y voir dans le débat intérieur du milieu, il n'y a pas d'administration. À Télévou, il n'y a pas d'administration. À Iwaru, il n'y a pas d'administration. Une partie de Gaza, il n'y a pas d'administration. Donc la situation n'est pas pareille au... La PAC d'avant-hier, c'est à 25 km de Mopti. C'est à 25 km de Mopti. Alors, cela est compris. Je crois que la liaison est établie maintenant avec Serge Daniel. Alors, Serge, je le disais, les terroristes qui attaquent donc l'aménagement, qui se défend à la longue, qu'est-ce que cela peut donner, Serge Daniel? Non, mais on va vers un pourrissement de la situation. Il faut voir les choses en face. Vous avez franchement les responsabilités, ce que j'appelle les responsabilités partagées. Il y a la responsabilité du gouvernement malien. L'élu que nous avons tout de suite entendu parler, le maire qui a parlé de l'absence d'administration, mais d'autres vous diront, s'il n'y a pas de sécurité, il ne peut pas avoir d'administration. Le problème, c'est que si on n'a pas les moyens de notre politique, il faut faire la politique de ces moyens. Il est nécessaire, je le disais tout à l'heure, avant que les militaires, les casques bleus n'aillent dans la zone, il y a eu un survol de la zone par un hélicoptère de la MINUSMA qui n'est pas resté, mais qui est retourné à Tombouctou. Il est quand même impensable qu'aujourd'hui, le Mali est aussi riche que le Burkina, le Mali est aussi riche que des pays comme la Mauritanie. Il est impensable qu'on ne puisse pas avoir un hélicoptère de l'armée malienne survoler la zone, par exemple, de Mopti. C'est impensable. C'est-à-dire que ça doit rentrer dans les priorités, absolument dans les priorités. Parce que si la crise se métastase, c'est un cancer qui répand ses métastases désormais du nord au centre, ça veut dire que le sud ne peut pas s'en sortir. Ça, c'est une raison. La deuxième chose que je souhaitais dire, c'est aussi de la responsabilité de la communauté internationale, parce que quand les gens disent que la faute est seulement au Mali ou à l'armée malienne, je dis non. La crise dans le nord, elle trouve aussi sa réponse à l'extérieur. Vous avez des pays amis du Mali, vous avez des puissances voisines, vous avez des pays voisins qui sont quand même impliqués plus ou moins dans la crise. Donc il y a un travail diplomatique très fort à faire. Vous savez que la plateforme
et les rebelles sont actuellement à Alger. Il y a un communiqué qui vient de sortir au moment où on parle, j'ai vu ça passer rapidement sur Internet, où on demande la mise en place des autorités intérimaires. Ça va créer d'autres problèmes. Mais c'est dans l'accord. Quand vous signez l'accord, il faut respecter l'accord. Mais quand vous évoluez dans l'application de l'accord et que vous vous rendez compte que non, on ne peut pas parce qu'il y a ceci, il faut poser clairement les problèmes. Alors, mon point de vue, et j'en aurais terminé, c'est que nous allons de plus en plus vers une situation difficile sur le terrain. Parce que si vous avez des attentats désormais, avant on avait une victime, 2 victimes, et que c'est maintenant désormais aux 5 morts, vous allez avoir dans les états-majors respectifs, pas une fronde, mais un sentiment d'abandon de la part de ceux qui nous dirigent. Quand on n'a pas les moyens de sa politique, il faut faire la politique sans moyens. Vous savez, dans l'histoire de l'humanité, j'en aurais terminé, il n'y a jamais eu une réunification qui s'est faite par le dialogue. La réunification, c'est pas soit par la guerre, ça a été, vous vous souvenez, le cas du Vietnam, soit par l'effondrement. Le mur de Berlin s'est effondré, les 2 Allemagnes se sont réunies. On a tenté la guerre dans le nord du Mali, ça n'a pas fonctionné. Il n'y a pas eu effondrement, et ce qu'on constate, c'est que les groupes sont en train de se renforcer. Le rôle du politique, parce que moi je ne suis pas politique, le rôle du politique est de s'arranger, de se débrouiller pour trouver une solution pour que la situation n'empire pas. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la situation empire. Il y a des situations inadmissibles. La dernière fois, et j'en aurais vraiment terminé, le gouvernement a formé une délégation pour aller justement dans cette zone de Noura où il y a eu des affrontements, il y a eu pas des affrontements, il y a eu des attaques d'une population sur une autre. Et qu'est-ce qu'on a constaté sur le terrain? Lorsque la délégation gouvernementale était sur le terrain, dans un village, la fameuse milice, il y a une milice connue de tout le monde, cette milice avait des armes, c'est-à-dire une milice armée qui accueille les membres du gouvernement de la République. On n'est pas dans une République à ce moment-là. Il est de la responsabilité de faire respecter les lois de la République. Quand on a procédé à l'arrestation des coupables ou des suspects, par exemple, après, ça s'est calmé. Mais lorsque le gouvernement de la République, les délégués arrivent dans un village et voient des gens armés qui ne sont pas des militaires et qu'on ne leur fait pas quelque chose, qu'on ne réagit pas, ça ne peut pas fonctionner. On parle de l'administration, autour de l'administration, oui, mais des gens vous diront qu'il n'y aura pas de sécurité s'il n'y a pas d'administration. C'est de manière concomitante qu'il faut régler, à mon avis, des problèmes. Sinon, demain, ce sera chez vous et on ne le souhaite pas, ce sera ailleurs. Alors, nous allons retourner dans ce studio pour nous tourner maintenant du côté de Boubacar Bokoum. Alors, Boubacar Bokoum, chacun le dit pratiquement, il est urgent que l'administration soit de retour dans les septentrions et de façon beaucoup plus complète dans la région du Mopti. Il faut aussi que les FAMA occupent le terrain. Je suis entièrement d'accord avec l'analyse que vient de faire Serge Daniel. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour que l'administration soit présente sur l'ensemble des territoires, l'État malien a un rôle important à jouer. Parce que de toutes les façons, c'est l'État du Mali. Mais face à la réalité, nous sommes incapables de déployer notre administration sur l'ensemble des territoires du Mali. C'est ça la triste réalité. Donc, il s'agit maintenant de demander à la communauté internationale, parce que tantôt quand je parlais de Barkhane et puis de l'aménagement en termes de renforcement des capacités, j'ai conscience que ce n'est pas là leur mandat, c'est vrai. Mais juste que, parce que nous avons besoin de plus d'agressivité et plus de présence, alors, si eux, leur mandat ne leur permet pas de le faire, le mandat de l'armée malienne permet de le faire. Mais juste que moyens, nous n'avons pas de moyens. Donc, d'un glissement diplomatique, il serait très facile pour Barkhane aujourd'hui, même en termes de renseignement, en termes de connaissance du terrain. Il y a beaucoup d'espace que, quand je vois des Togolais qui meurent sur le terrain, mais un Togolais, est-ce qu'il connaît réellement le Sahara malien? Ce n'est pas évident. Mais je me dis que si l'armée malienne était bien dotée, et que c'est l'armée malienne qui est déployée sur le terrain, maintenant, la logistique, elle aurait pu bien tenir. Mais malheureusement, l'armée malienne est dépouillée. On ne permet pas à l'armée malienne d'être présente sur l'ensemble de notre territoire national. Et en même temps, des structures sont là, entre guillemets, pour dire on appuie. C'est vrai, je respecte bien ce qui se fait, mais je dis il faut aller au-delà. Il faut aller plus fort. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de la rébellion. Il s'agit du terrorisme. Et le terrorisme, il faut aller le traquer. Maintenant, pour le traquer, si la MINUSMA n'a pas ce mandat, je suis entièrement d'accord. Si Barkhane ne parvient pas à jouer pleinement ce rôle, je suis entièrement d'accord. Mais je pense que l'armée malienne est à mieux ou à même de le faire. Donc il s'agit aujourd'hui pour la communauté, comme Serge vient de le dire tantôt, nous n'avons même pas un hélicoptère pour surveiller. Nous n'avons pas de drone, nous n'avons rien.
Mais ces moyens, la communauté internationale dispose de tous ces grands moyens. Pourquoi ils ne mettent pas cela à la disposition du Mali pour qu'on sorte définitivement de ce problème? Voilà un peu comment je vois le problème. Alors, je vois que Firon veut réagir alors rapidement avant la pause. Oui, merci beaucoup. Moi, je pense qu'il faut voir le problème sur un autre angle. En fait, cette insécurité crée une confusion. Nous avons les mouvements qui sont sur place, ils ont signé l'accord et ils attendent la mise en œuvre de l'accord, un processus. Vous avez aujourd'hui des forces négatives qui sont en train d'opérer en toute indépendance sur un espace qu'ils supposent contrôler au-delà du fait que vous avez des mouvements qui sont regroupés quelque part. L'accord ne peut pas... c'est ça, l'accord scelle le redéploiement de l'armée de manière effective en tant qu'armée nationale. Il a été dit que le redéploiement se ferait de manière progressive, oui. Mais cela suppose effectivement que le cantonnement tel qu'on l'a souhaité est rendu opérationnel. Nous avons souhaité que la mise en œuvre de l'accord passe par le cantonnement réellement effectif, que les éléments intègrent les camps et que l'armée redéployée, reconstituée, fasse effectivement sa mission de redéploiement sur l'ensemble du territoire. Certes, c'est une volonté que nous partageons tous, mais le calendrier de mise en œuvre pose des problèmes parce que des préalables ont été proposés comme les autorités intérimaires. Ça, c'est des questions de fond et de forme sur lesquelles il faut voir quelle est la possibilité pour l'ensemble des parties de voir le juste milieu et de créer les conditions pour atténuer la souffrance des populations. Je sais qu'il y a une volonté de part et d'autre. Maintenant, la question de la capacité, de l'efficacité des forces maliennes, elle n'est pas en doute. Elle n'est pas en doute. Mais le problème, ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas la capacité d'aller, mais c'est parce qu'il y a un frein à leur redéploiement. Si vous regardez l'accord, ce n'est pas possible aujourd'hui de voir une armée se redéployer sur Kidal. C'est vrai, tout le monde le voudrait bien, même nous de la plateforme, même la CEMA d'une certaine manière, les gens se disent qu'il n'y a pas d'objection que l'armée ne revienne pas. Mais ils disent voilà ce que l'accord dit, voilà, nous sommes restés accrochés à l'accord puisque c'est quelque chose signé. Et je pense que comme l'a dit Serge Daniel, il faut qu'il y ait une volonté politique de toutes les parties d'aller vers la mise en œuvre du processus et que les conditions qui créent et qui peuvent créer les blocages soient effectivement levé d'une manière. J'accueille avec ce qu'il dit, le communiqué conjoint qui vient de sortir d'Alger. Je ne l'ai pas encore lu, mais je me réfère à ce qu'il a dit. C'est quelque chose de bien. Ça veut dire qu'on est dans le processus. On demande la mise en œuvre, la mise en application des autorités intérimaires. Quelle autorité intérimaire aujourd'hui nous pose beaucoup de problèmes en termes de questionnement. Il faut qu'on fasse attention, quoi. Studio Tamani, la suite de ces débats dans un instant. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. La situation sécuritaire dans les septentrions maliens et même au centre, c'est donc le sujet du grand dialogue de ce lundi. Alors, nous avons abordé plusieurs aspects de cette question. À présent, nous allons quand même demander à nos invités de répondre à la question suivante. Alors, les attaques enregistrées donc ces dernières semaines n'ont pas été revendiquées. Ces attaques n'éprouvent-elles pas que ceux qui sont les vrais maîtres sur le terrain ne sont pas forcément les acteurs qui sont visibles? Je pose la question à vous, Serge Daniel. Non, mais c'est simple. C'est-à-dire, vous avez... c'est très organisé. Ils sont organisés, les mouvements djihadistes, terroristes. Vous avez d'abord vu une clarification, il n'y a pas longtemps, où il y a ce qu'on appelait le Front de libération du Massina, s'est révélé officiellement, mais ça on s'en doutait, être une Katiba dans Sardine au centre. En Sardine au nord, en Sardine au centre, en Sardine qui tente de s'installer au sud. L'impression que moi j'ai, c'est que tous les mouvements, que le but dans Sardine aujourd'hui, de Yadar Ali, est de fédérer tous les mouvements djihadistes nationaux. Ça me paraît important. Maintenant, vous avez vu le mode d'action, il est le même. Il a été le même récemment dans la région de Mopti, il a été le même contre les soldats maliens, il était le même contre les soldats tchadiens, et c'est le même parce que les soldats tchadiens, il ne faut pas oublier, c'est dans le nord, dans le Grand Nord. Donc dans le Grand Nord, dans le nord, au centre,
c'est le même mode d'action. Ça veut dire que ce sont les mêmes qui font les opérations, qui ont une capacité de mobilité, donc ils fabriquent eux-mêmes des engins explosifs de manière artisanale, parce que dans les contrées du Nord, il y a des maisons qui sont en train de louer pour faire leurs expériences chimiques, et donc c'est là le véritable problème. Maintenant, vous savez qu'à Mopti, il y avait un processus qui était en cours, c'est-à-dire des élus de la région de Mopti qui voulaient d'abord démobiliser les jeunes originaires de cette région qui étaient dans les groupes radicaux et ensuite les déradicaliser. Donc cela remet en cause tout cela. Il y a plusieurs tendances. Ceux qui estiment qu'il faut négocier avec les djihadistes maliens, ceux qui estiment qu'il ne faut pas négocier avec eux. Je n'ai pas de chapelle dans cette affaire, mais ça nous soulève quand même un problème important, c'est que nous avons nos propres enfants, nous avons nos propres parents, nous avons nos propres frères qui sont en train de poser des bombes, qui sont en train de poser des mines contre l'État, contre ceux qui sont venus aider le Mali. Donc ça doit faire également réfléchir, parce que le problème, je l'ai dit tout à l'heure, il est de l'intérieur, mais de l'extérieur, mais il est quand même essentiellement d'abord de l'intérieur. Et donc, les élus, j'ai entendu tout à l'heure le maire de Mopti avec plaisir, d'autres responsables que vous avez invités, d'autres responsables qui nous écoutent, ils sont tous responsables quelque part de la situation, parce que le coup ne doit pas revenir, à mon avis, à l'État. Il faut être extrêmement prudent. Pourquoi? Parce que si le centre s'embrase, à ce moment-là, on ne pourra plus aller au nord. Ce sera coupé. Une espèce de barrière naturelle entre le nord et le sud, et ce sera la catastrophe, parce que si vous posez des bombes à Mopti, ça veut dire que vous posez des bombes à Ségou, ça veut dire que vous pouvez venir à Fana, ça veut dire que vous pouvez venir à Bamako. Il faut immédiatement, à mon avis, conjuguer les efforts pour pouvoir stopper cela. Il y a des jeunes qu'on peut recruter, qu'on peut récupérer, qu'on peut déradicaliser, démobiliser, déradicaliser, il faut le faire. Et puis les autres, si on ne peut pas, il faut pouvoir lutter efficacement contre eux. Alors, monsieur le maire Oumar Bathily, qui est donc à Mopti, dites-nous, monsieur le maire, ce qui vient donc de se passer hier à Mopti, ça vous encourage dans votre détermination à engager un véritable processus de déradicalisation des jeunes? Absolument. Et je pense que, comme vous avez dit tantôt, la solution de tous ces problèmes ne passe pas le dialogue. Je dis, quel que soit celui qui va revendiquer, que ce soit le mouvement de libération du Massila, que ce soit Fandine, je pense qu'ils jouent la même carte, ils sont dans le même sac. Il faut essayer vraiment de leur donner un visage et essayer d'instaurer le dialogue, aller vers la réconciliation. Et j'ai dit ça passe d'abord par la sécurisation. La sécurisation, quand on dit sécurisation, ce n'est pas forcément l'armée ne va pas en guerre. L'armée sécurise. Nous sommes dans un pays souverain. Il appartient à l'armée et de faire en sorte qu'il préserve la souveraineté sur l'étendue du territoire malien. Maintenant sécurisé avec les forces de sécurité, la police, la gendarmerie, la garde républicaine. Moi, je pense que si toutes ces forces de sécurité sont sur le terrain, il y a l'administration qui est déployée sur le terrain, ou je dirais les déployés sur le terrain, je pense qu'on aura gagné en conscience. La population va se sentir ne serait pas abandonnée. La population ne va pas se sentir abandonnée. Ça, c'est extrêmement important. Tout combat, tout acte de terrorisme, s'il n'y a pas d'implication de la population est vouée à l'échec. Alors, je crois que cela est compris, monsieur le maire. Nous retournons dans ce studio et nous allons quand même nous tourner du côté de vous, Firoun Maïga. Alors, monsieur Maïga, il y a quand même certains qui n'excluent pas l'hypothèse d'une négociation avec ceux qui seraient derrière ces attaques. On cite nommément Yadaga Gali. Alors, si c'était le cas, on ne l'excluant pas, mais est-ce que cela ne serait pas quand même un aveu d'impuissance connaissant la position du monsieur? Oui, merci beaucoup. Avant de venir à la question, il y a deux mots qui sont démobilisés, déradicalisés. Et ce qu'a dit Serge Daniel, effectivement. Mais je veux juste dire par là
que cette situation que nous vivons, la communauté elle-même, elle est un peu responsable. L'État malien doit créer les meilleures conditions, mais les populations à la base doivent contribuer. S'il y a un relâchement des populations à la base, par la peur, par la panique, et je sais effectivement par l'absence de l'État, les conditions ne sont pas réunies pour que l'information et les dispositions pratiques. Mais que les populations sachent que quel que soit l'événement qui va se produire sur leur territoire, ils sont les premières victimes. Et ça, il faut le prendre. Pour votre question, je me rappelle une fois sur votre antenne, j'ai eu aussi à me prononcer de la même manière. Moi, pratiquement, je me dis, si je prends l'exemple des pays, nous sommes un pays souverain, mais tout pays doit puiser dans ses ressources internes pour faire face à certains problèmes, à certains défis, comme l'a dit Serge Daniel. Il est de la responsabilité de l'État malien de voir les capacités et les potentialités qu'elle a sur tous les plans. Sur tous les plans, je dis, pour essayer de décrypter et de trouver une solution à une question qui est incontournable, c'est-à-dire que c'est une question qui est là, elle est apparente, on la vit, nous devrons y faire face. Et à l'époque, j'ai dit, pour tous les pays qui ont connu ce genre de crise, comme l'Algérie. On va aller rapidement puisqu'il reste oui, peu de temps. Allez-y, oui, allez-y. Oui, mais je dis seulement comme l'Algérie, comme l'Égypte, comme d'autres pays, cette question a été posée et je pense que l'Algérie a su résoudre ce problème en partie en prenant en charge sur lui la responsabilité d'aller au-delà, c'est-à-dire négocier. Négocier dans quel contexte, dans quel... Même si la communauté internationale n'est pas prête à négocier avec IAD, puisque le problème persiste. Je pense que nous avons les ressources nécessaires, ce n'est pas nous mettre à genoux, ce n'est pas nous mettre au jeu, mais il faut avoir la responsabilité et se dire, il n'est pas exclu aussi que cela se passe. Voilà. Boubacar Bokoum, le seul choix qui reste, c'est d'essayer de négocier avec ceux-là même qu'on appelle les terroristes, notamment des gens comme Yad Gagali. C'est raisonnable? J'estime qu'on n'a même pas le choix. On n'a même pas le choix. Parce que dès lors qu'on a déjà accepté de négocier une première tranche, au début, pour moi, c'était tous des bandits armés. C'est comme ça que le processus, ensuite, on a eu des mouvements, et il y a eu une dissécation, et ça a donné plusieurs couleurs, et ensuite d'autres se sont radicalisés. Mais de toutes les façons, tous ceux-ci, autant qu'ils sont, ont porté un préjudice au Mali. Donc aujourd'hui, l'État qu'on a mis en déliquescence, qui est en train de vouloir se reconstruire aujourd'hui, n'a d'autre choix que de négocier avec tous les protagonistes. Maintenant, quel genre de négociation? Je dis bien, il ne faut pas négocier n'importe quoi. Il faut bien qu'on ait un bon planning sur la table, qu'on ait une bonne programmation, qu'on sache ce qu'on veut. Parce que moi, quand j'analyse la situation jusque-là, je me dis, est-ce que nous savons ce que nous voulons? Parce que si nous savons réellement ce que nous voulons, négocier n'est pas un problème. Mais il faut qu'on atteigne nos objectifs. Et c'est quoi nos objectifs aujourd'hui? Alors, le mot de la fin avec vous, Serge Daniel. Écoutez, il ne faut pas désespérer. Il ne faut quand même pas désespérer malgré tout. Moi, je crois que si on veut, on peut le faire. Et que le gouvernement malien est au centre du jeu. Le gouvernement malien a un rôle central à jouer. Il lui faut prendre des initiatives. Il y a des initiatives qui sont prises, qu'on ne sait pas, qu'on n'en parle pas. Mais c'est de la responsabilité d'abord du gouvernement malien d'assurer la sécurité des militants, des Maliens et des Maliennes, ceux qui payent les impôts, ceux qui respirent, ceux qui n'ont pas à manger, les éleveurs, les hommes et les femmes, la jeunesse de cette zone, de toutes ces zones-là, et de tout faire pour que ça ne se métastase pas au centre. On a déjà des problèmes au nord, si on a des problèmes au centre, ça veut dire que franchement, on va avoir beaucoup de problèmes, on va avoir des difficultés à nous relever. Merci Serge Daniel, merci pour votre disponibilité. Nous remercions également les invités ici présents dans le studio Firoun Maïga de la plateforme, Boubacar Bokoum, le président de l'Association pour l'éducation et le développement et l'analyse. Merci également à Oumar Batiri, le maire de Mopti. C'est donc la fin de cette émission. Mise en onde, nous on dirait. Régie vidéo, c'est Lumbo, réalisation Ayoubasso, à la présentation, il y avait donc moi-même, c'est Fomba. Nous allons vous retrouver demain pour un autre sujet. À demain donc. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.